Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si deux trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils, et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente. Jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements. La frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place.
Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique. Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. En avril 2023, les astronomes ont fait une découverte fascinante. Un trou noir fugitif. Celui-ci traverse l'univers à une vitesse stupéfiante de 5 600 000 km à l'heure, soit environ 4 500 fois la vitesse du son. Cette découverte a été faite par hasard lorsque les chercheurs ont remarqué une étrange ligne droite dans les images du télescope Hubble. Après une analyse approfondie, ils ont compris qu'il s'agissait d'un trou noir en mouvement. Ce dernier comprime les gaz sur son passage, générant littéralement de nouvelles étoiles le long de sa trajectoire. Il laisse ainsi derrière lui une magnifique traînée d'étoiles qui s'étend sur 200 000 années-lumière, soit l'équivalent de la longueur de 2 voies lactées. L'une des extrémités de cette traînée d'étoiles semble se connecter à une petite galaxie lointaine, d'où le trou noir provient probablement. Il est probable que 2 trous noirs supermassifs tournaient l'un autour de l'autre, jusqu'à ce qu'une autre galaxie, avec son propre trou noir supermassif, arrive et en éjecte un des deux, d'où son nom de fugitif. Il est possible qu'il existe une 9e planète, surnommée Planète 9, dans notre système solaire. Si cette planète est réelle, elle se trouverait bien au-delà de Pluton. Les astronomes émettent cette hypothèse en raison des mouvements inhabituels de certains objets rocheux proches de Neptune, comme s'ils étaient influencés par la gravité d'une immense planète invisible. La planète 9 pourrait être une géante gazeuse ou de glace, avec une masse 7 fois supérieure à celle de la Terre. Selon une des théories, elle aurait existé au sein de notre système solaire avant de percuter un objet massif qui l'aurait propulsé sur une orbite extrêmement longue autour du Soleil. La découverte de cette planète pourrait révolutionner notre compréhension du système solaire. Un nouveau télescope,
doté de la plus grande caméra numérique jamais conçue, commencera ses observations du ciel en 2025. Peut-être découvrira-t-il enfin cette planète mystérieuse. En 2023, une autre découverte époustouflante a été réalisée grâce au télescope spatial James Webb, qui a identifié plus de 500 objets similaires à des planètes dans la nébuleuse d'Orion. Certains de ces objets ont une masse comparable à celle de Jupiter et sont appelés objets binaires de masse jupitérienne, ou jumbo pour les intimes. Ils flottent librement sans étoiles et ne sont ni véritablement des étoiles ni des planètes. Encore plus surprenant, environ 42 paires de ces objets orbitent l'un autour de l'autre, un comportement inattendu pour des planètes. De plus, des objets de cette taille ne devraient normalement pas se former et exister sans être liés à une étoile. Les astronomes cherchent à comprendre ce phénomène. Peut-être que ces jumbos se sont formés dans des régions où la matière suffisait pour créer de gros objets planétaires, mais pas assez pour former des étoiles. Ou bien ont-ils tous été éjectés de leur système stellaire? Ce mystère nécessite désormais une étude approfondie. Le trou noir situé au centre de notre galaxie, Sagittarius A, a été par le passé un objet particulièrement étrange. Heureusement, il n'a pas pris la fuite comme l'autre trou noir mentionné plus tôt, mais il a présenté des comportements singuliers. Les astronomes ont découvert deux structures supermassives appelées boules de Fermi et boules Rosita, qui s'étendent sur environ la moitié de la largeur de notre galaxie et dominent la Voie lactée depuis plus de 2 millions d'années. Les scientifiques estiment que c'est notre trou noir qui serait à l'origine de ces bulles, ayant probablement traversé une phase d'activité maximale avec une éruption énergétique spectaculaire qui aurait duré environ 100 000 ans. Cet événement aurait ainsi laissé ces immenses bulles. En 2023, le télescope spatial James Webb a capturé une image remarquable et extrêmement détaillée d'objets appelés Herbig Haro, en particulier ceux nommés Herbig Haro 4647. Ces objets sont principalement constitués de jeunes étoiles entourées de magnifiques nappes de nébulosité. On y observe des étoiles enveloppées d'un disque de matière qui les alimente et soutient leur croissance au fil de millions d'années. Ils se trouvent à environ 1470 années-lumière. Toutefois, ce ne sont pas vraiment eux qui retiennent notre attention. Ce qui est bien plus captivant, c'est cet étrange objet juste en dessous, une structure spatiale qui ressemble à un point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait avec certitude. Sa couleur orange-rouge suggère qu'elle pourrait être très éloignée, peut-être même à des milliards d'années-lumière, bien au-delà de notre galaxie. Certains pensent que ce mystérieux point d'interrogation pourrait résulter de la fusion de deux ou plusieurs galaxies. L'une d'elles était probablement une galaxie spirale déformée, d'où sa forme légèrement courbée, représentant peut-être les queues arrachées en tournoyant l'une vers l'autre. L'autre aurait été plus petite et plus ronde, ressemblant à une galaxie sphérique classique. Les dynamiques gravitationnelles ne cessent de nous surprendre. Les astronomes se sont lancés dans la recherche de mégastructures extraterrestres. Ils estiment que si une civilisation intelligente existe quelque part, elle pourrait avoir construit d'immenses structures pour alimenter leur technologie, comme les sphères de Dyson, des structures hypothétiques entourant des étoiles pour capter leur énergie. En analysant les données historiques de télescopes qui détectent des signaux infrarouges, ils ont repéré des signaux inhabituels qui pourraient indiquer la présence de telles structures. Actuellement, 7 candidates potentielles ont été identifiées, toutes provenant d'étoiles naines rouges, plus petites, plus rouges et moins massives que le Soleil. Un autre institut de recherche a trouvé 53 autres candidates. La cause exacte de ces signaux reste incertaine. Il pourrait s'agir non pas de sphères de Dyson, mais de grands débris spatiaux. Il semble qu'il y ait de mystérieuses structures au cœur de notre galaxie. En 2023, le télescope spatial James Webb a capturé une image détaillée de la région de Sagittarius C, située près du centre de la Voie lactée. Cette image a révélé une zone dense où se forment des étoiles, avec de nombreuses jeunes étoiles et des nuages sombres qui bloquent la lumière des astres situés derrière. C'est un endroit aussi encombré que chaotique, avec environ 500 000 étoiles de différents âges, tailles et couleurs. Les scientifiques l'étudient maintenant pour mieux comprendre la formation des astres. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'ils ont découvert autre chose.
une vaste région d'hydrogène ionisé, visible en cyan sur l'image. Cette zone mesure environ 25 années-lumière de long et entoure la partie inférieure d'un nuage dense. Il semble aussi y avoir des structures, en forme d'aiguille, apparemment disposées de manière aléatoire, et les astronomes n'ont aucune idée de ce qu'elles sont. Ils vont donc devoir étudier cela plus en détail. Les astronomes ont découvert une galaxie massive extrêmement rare, appelée JWST 7329, et elle est d'une ancienneté impressionnante. Notre univers a environ 13,8 milliards d'années, mais les étoiles de cette galaxie semblent s'être formées il y a environ 13 milliards d'années, soit seulement 800 millions d'années après le Big Bang. De plus, cette vénérable galaxie possède une masse stellaire 4 fois plus grande que celle de notre Voie lactée actuelle. Cette étrange découverte remet en question nos connaissances sur la formation des galaxies et la nature de la matière noire. D'après ce que nous savons, les galaxies n'auraient même pas dû se former aussitôt. Il n'aurait pas dû y avoir suffisamment de matière noire pour cela. Pourtant, c'est bien le cas. Il est donc possible que nos modèles aient besoin d'une révision. Un événement astronomique incroyable, appelé AT 2021 LWX et surnommé Scary Barbie, s'est produit. C'était un éclat d'énergie extrêmement brillant survenu le 13 avril 2021. Il s'agit de l'un des événements les plus énergétiques jamais observés dans l'espace. Il n'y avait ni galaxie ni quasar à proximité. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Initialement, les astronomes pensaient qu'un trou noir supermassif attirait une énorme étoile. Mais après quelques recherches, ils croient désormais que cela pourrait être dû à un trou noir géant qui aurait englouti une grande quantité de gaz, peut-être un immense nuage moléculaire. Ce trou noir titanesque aurait une masse comprise entre 100 millions et 1 milliard de fois celle du Soleil. Et c'est l'un des trous noirs les plus massifs et les plus actifs connus. Les astronomes ont trouvé le plus ancien filament de la toile cosmique jamais observé. La toile cosmique désigne une immense structure de l'univers constituée de filaments interconnectés de galaxies et de matière noire. Ils agissent comme une ossature pour les galaxies et autres structures, jouant un rôle crucial dans leur formation. Le filament découvert est composé de 10 galaxies étroitement regroupées et s'étend sur plus de 3 millions d'années-lumière. Ce filament est très ancien, puisqu'il serait apparu seulement 830 millions d'années après le Big Bang, probablement ancré par un quasar lumineux. Cette découverte nous pousse à reconsidérer la manière dont les galaxies se forment, et à réfléchir à ce qui s'est produit dans notre univers après le Big Bang. Des astronomes ont découvert le trou noir stellaire, le plus massif jamais repéré dans notre galaxie, la Voie lactée. Ce monstre de l'espace est 33 fois plus grand que le Soleil et se trouve à 2000 années-lumière de nous. Jusqu'à présent, le plus grand trou noir stellaire que nous connaissions à l'intérieur de notre galaxie était environ 20 fois plus gros que notre étoile en termes de masse. Quant au trou noir moyen de masse stellaire, il est généralement 10 fois plus gros que le Soleil. Les scientifiques de la mission Gaïa de l'Observatoire européen austral ont repéré ce trou noir géant après qu'une étoile s'est mise à osciller alors qu'elle était en orbite dans cette zone. Le trou noir a été baptisé Gaïa BH3. La proximité de cet objet spatial avec la Terre en fait le deuxième trou noir le plus proche de notre planète jamais découvert. Le plus proche s'appelle Gaïa BH1. Il se trouve à environ 1560 années-lumière de nous. Ce voisin peu rassurant a une masse d'environ 9,6 fois celle du Soleil. Cela signifie qu'il est bien plus petit que le trou noir nouvellement découvert. Gaïa BH3 est situé dans la constellation de l'Aigle. Depuis la Terre, il semble avoir la forme de ce rapace. Il est intéressant de noter que les astronomes ne s'attendaient pas à ce qu'un trou noir de grande masse se trouve si près de la Terre et reste indétecté pendant si longtemps. C'est vrai, nous pouvons probablement admettre que ce trou noir stellaire n'est rien en comparaison des trous noirs supermassifs, comme celui qui domine le centre de la Voie lactée. Il s'agit de Sagittarius A étoile. La masse de ce géant de l'espace est 4,2 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Alors qu'un trou noir stellaire se forme lors de l'effondrement d'une étoile, les trous noirs supermassifs ont leur propre façon de voir le jour.
Il résulte généralement de la fusion de trous noirs, dont la taille n'a cessé de croître. Mais nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, parlons un peu plus de la formation des trous noirs stellaires. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur vie, elles gonflent, perdent beaucoup de masse et se refroidissent pour former ce que l'on appelle des naines blanches. On pense que des trous noirs stellaires aussi massifs que Gaia BH3 se forment lorsqu'une étoile ne contient pas d'éléments lourds et ne perd pas autant de masse au cours de sa vie. Ces étoiles sont dites pauvres en métaux. Du coup, au lieu de se refroidir en naine blanche, cette étoile s'effondre en trou noir. Le compagnon de Gaia BH3 est une étoile très pauvre en métaux. Cela suggère que l'astre qui s'est effondré et a formé BH3 était également pauvre en métaux. Les astronomes connaissent une cinquantaine de trous noirs stellaires dans la Voie lactée. Certains trous noirs sont plus grands que d'autres. Vous voyez, l'univers est rempli de trous noirs. Certains sont disséminés au hasard dans les galaxies. D'autres, ces géants que nous appelons trous noirs supermassifs, se trouvent au centre des galaxies. Alors que les trous noirs stellaires ne sont généralement que quelques fois plus gros que le Soleil, ces monstres de l'espace peuvent peser entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Bien qu'ils soient beaucoup plus lourds que notre étoile, ils sont concentrés dans une zone relativement petite, à l'échelle cosmique bien sûr, de la taille de notre système solaire. Certains astronomes pensent que les trous noirs supermassifs pourraient se former à la suite de la collision et de l'effondrement simultané de plusieurs étoiles, tandis que d'autres experts affirment que ces objets spatiaux auraient commencé à se développer il y a plusieurs milliards d'années. Au départ, une petite graine apparaît quelque part dans l'espace. Puis, sa masse augmente progressivement jusqu'à former un trou noir. Cette graine y parvient grâce au processus d'accrétion, qui consiste à rassembler de plus en plus de matière autour d'elle. Outre l'absence d'informations précises sur la formation des trous noirs, il y a également ce que l'on nomme le paradoxe de l'information. Si un trou noir a une certaine masse, et comme nous le savons, ces objets spatiaux en ont beaucoup, alors, selon la première loi de la thermodynamique, il devrait avoir une température. Et selon la deuxième loi de la thermodynamique, il devrait également émettre de la chaleur. Stephen Hawking a montré que les trous noirs sont également censés émettre des radiations. Aujourd'hui, ce type de rayonnement est appelé rayonnement de Hawking. Il se formerait selon lui à la frontière d'un trou noir. Mais après avoir démontré cela, Hawking a relevé un paradoxe. Si un trou noir est capable de s'évaporer, cela signifie qu'une partie de l'information qu'il contient s'évapore elle aussi à jamais. Le problème est que l'information contenue dans le rayonnement thermique d'un trou noir est dégradée. Elle ne répète aucune information relative à la matière engloutie. Une telle perte irréversible d'information contredit l'un des principes de base de la mécanique quantique. Les systèmes physiques qui changent avec le temps ne peuvent pas créer ou détruire d'informations. Cela signifie que quelque chose nous échappe. Les physiciens et les mathématiciens ont essayé de trouver des idées différentes, mais ils ont abouti à des résultats assez étranges. Certains ont même affirmé que l'univers pourrait être holographique. Cela signifie que l'univers que nous connaissons et aimons est en fait le résultat d'interactions mystérieuses à la frontière infiniment éloignée. Je vous l'avais dit, les trous noirs sont vraiment étranges. En même temps, nous avons trouvé des objets spatiaux qui semblent avoir les mêmes propriétés que les trous noirs. Par exemple, regardez cette image du trou noir M87 étoiles. Il ressemble vraiment à un objet physique. Et si en fait les trous noirs n'existaient pas? Il existe une idée selon laquelle les trous noirs seraient en fait des gravastars, un mélange de gravité, de vide et d'étoiles. Cette théorie a été proposée pour la première fois en 2001 par Émile Motola et Powell O'Masur. Ils ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, lors de l'effondrement d'une grande étoile, la gravité intense pourrait transformer sa matière. Ce phénomène est similaire à celui qui se produit lorsque des atomes sont refroidis à un niveau tel qu'ils commencent à se comporter comme un seul superatome. Une étoile pourrait donc s'effondrer jusqu'au point d'horizon des événements, ou point de non-retour, et sa matière serait alors transformée en un nouvel état. Elle exercerait une pression extérieure suffisante pour empêcher l'étoile de s'effondrer en une singularité, défiant ainsi les lois de la physique. Dans les gravastars, une coquille indestructible ultra fine, ultra froide et ultra obscure entoure un espace-temps fortement enveloppé. Cette nouvelle forme de matière s'avère très durable.
mais elle est aussi un peu flexible, comme une bulle. Ainsi, tout ce qui est piégé par l'intense gravité d'un gravastar et qui s'y écrase est oblitéré puis assimilé à la coquille de cette étrange structure spatiale. L'un des avantages de la théorie des gravastars est qu'elle permet de s'affranchir des paradoxes liés à l'information et aux singularités. Mais même si cette idée semble plutôt cool, elle n'explique pas les phénomènes que nous observons. Et nous avons bel et bien observé quelque chose qui ressemble à des trous noirs. D'autre part, regardez cette ombre. Elle n'est pas causée par la lumière piégée dans l'horizon des événements. Il s'agit d'un phénomène légèrement différent, connu sous le nom de décalage vers le rouge gravitationnel. Ce phénomène fait perdre de l'énergie à la lumière lorsqu'elle traverse une région dotée d'un puissant champ gravitationnel. Il pourrait donc s'agir d'un gravastar. Lorsque la lumière émise par les régions proches de ces objets alternatifs atteint nos télescopes, la majeure partie de son énergie est déjà perdue dans le champ gravitationnel, ce qui provoque l'apparition de cette ombre. Et pourtant, comme pour les trous noirs, les choses se compliquent lorsque l'on ajoute la rotation à l'équation. De nombreux experts sont convaincus que les gravastars ne pourraient pas rester stables lors de leur rotation. Mais attendez, c'est de plus en plus bizarre. Certains suggèrent que l'intérieur des gravastars pourrait contenir toute une série de coquilles plus épaisses. Ces coquilles sont connues sous le nom de nestars, un peu comme une poupée matriochka. Bien sûr, ces théories ne sont pas encore parfaites. Les astronomes doivent encore faire beaucoup d'efforts pour construire des modèles fonctionnels. Il est également possible que les trous noirs existent à côté des gravastars. Dans ce cas, nous sommes confrontés à un autre problème. Comment faire la distinction entre les deux? Selon certaines théories, ces différents types d'objets spatiaux devraient émettre des rayonnements gravitationnels très différents. Et c'est en observant ces rayonnements que nous pourrions déterminer si nous nous trouvons en présence d'un gravastar ou d'un trou noir classique. Après avoir reçu les dernières instructions de votre équipe, vous montez à bord de votre vaisseau spatial. C'est le premier engin fabriqué sur Terre capable de se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Votre mission consiste à visiter les endroits les plus insolites et les plus terrifiants de l'espace et à envoyer aux scientifiques des rapports détaillés. Et votre voyage commence. Votre vaisseau spatial accélère et vous dépassez la Lune. Au loin, vous apercevez une petite planète rougeâtre, c'est Mars. Et regardez cette géante tout entourée d'anneaux. C'est Saturne. Vous aimeriez bien avoir plus de temps pour explorer cette géante gazeuse, mais vous devez vous dépêcher. Vous passez de belles étoiles. Certaines sont lumineuses, d'autres ont une teinte rouge et d'autres semblent être en train de s'éteindre. C'est le Koa de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre. Elle se trouve à environ 8,6 années-lumière de nous. Mais vous voyagez vite et vous apercevez bientôt Polaris, l'étoile polaire, située bien plus loin, à 431 années-lumière. Parfois, vous parvenez à distinguer de minuscules points entourant ces étoiles. Ce sont des planètes. Et soudain, vous ne voyez plus rien. Vous êtes d'abord horrifié. Quelque chose aurait-il mal tourné, vous envoyant accidentellement dans un trou noir? Votre équipement est-il défectueux? Car il semble qu'à une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y ait un trou. Un vide sans galaxie, sans étoiles, sans planètes, sans astéroïdes. Il n'y a plus rien du tout. Ce vide est une région à peu près sphérique d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait y tenir des milliards de fois. C'est alors que vous vous rendez compte qu'il s'agit du mystérieux vide du Bouvier. Il se trouve à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Bouvier, le vacher qui conduit la charrue autour du pôle Nord. À l'origine, on appelait cette région le Grand Vide. Ensuite, on lui a donné le nom qu'elle porte aujourd'hui. Nous savons que les galaxies forment comme une toile gigantesque. La plupart appartiennent à de longues structures appelées filaments. Ceux-ci serpentent dans le cosmos et, lorsqu'ils se rejoignent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces zones portent le nom d'amas de galaxies. Mais entre les amas et les filaments, il peut y avoir d'énormes espaces vides sans presque aucune galaxie. Ces vides représentent en fait près de 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont énormes, entre 30 et 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même décroché le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait résulter de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'apparition de ces gigantesques zones vides? La raison pourrait se trouver dans l'origine de l'univers.
À ses débuts, toute la matière de l'univers était compacte. Les astronomes pensent même qu'il s'agissait d'une sorte de soupe uniforme. Mais très vite, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à disperser cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses. En conséquence, leur attraction gravitationnelle s'est renforcée et elles se sont mises à prélever de la matière dans les régions moins denses. Et elles en sont devenues encore plus denses, ce qui leur a permis d'attirer de plus en plus de matière. Parallèlement, les amas plus petits ont commencé à s'éloigner du centre, formant les galaxies. Après avoir contemplé le néant pendant un certain temps, vous décidez d'explorer d'autres objets spatiaux et de redémarrer le moteur de votre vaisseau spatial. Il y a un type de formation que vous étiez impatient de découvrir, les nébuleuses. Ce sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité les rapproche eux aussi entre eux. Ils deviennent de plus en plus gros et leur attraction de plus en plus forte. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Un jour, toute cette masse finit par s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité et par former de nouvelles étoiles. Vous décidez de visiter quelques-unes des plus belles nébuleuses. Vous commencez avec la nébuleuse du Papillon. L'envergure de ce papillon fait plus de 3 années-lumière. Sa structure intérieure est l'une des plus complexes jamais observées. Son étoile centrale, une naine blanche, chauffe à une température incroyable de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle s'est formée à partir d'une étoile gargantuesque, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. Cette naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui donne à l'ensemble de la structure l'aspect d'un sablier ou d'un papillon. Le prochain endroit que vous décidez de visiter est la nébuleuse de l'Esquimau, située à 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et son nom n'est pas anodin. Sa formation à double coque ressemble au visage d'une personne cachée dans la capuche, rembourrée d'une veste d'hiver. En réalité, cette parka est un disque de matière contenant un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets se détachent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Ces étranges traînées oranges dans la partie extérieure du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Quant au visage de l'Esquimau, même s'il ressemble à une boule de ficelle, il s'agit en réalité d'une bulle de matière soufflée dans l'espace par le vent à grande vitesse que produit l'étoile centrale. Votre prochaine destination est la nébuleuse de la Lyre. À première vue, il s'agit d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz entourant une vieille étoile presque éteinte et qui ressemble à un anneau. Mais les astronomes affirment que cette nébuleuse n'est pas un bagel, mais bien un beignet à la confiture. Cet objet coloré, situé à plus de 2000 années-lumière de la Terre, est en fait un anneau qui s'enroule autour d'une structure bleue en forme de boule. Chaque extrémité de cette structure dépasse les côtés opposés de l'anneau. Vous pouvez désormais vous rendre dans une région qu'on appelle les piliers de la création. Vous la trouverez à plus de 7000 années-lumière de la Terre, dans la nébuleuse de l'Aigle. Il s'agit d'un jeune amas d'étoiles âgé de seulement 5,5 millions d'années, des bébés de l'espace. Le télescope spatial Hubble a réussi à photographier plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Aujourd'hui, vous pouvez les voir de vos propres yeux. Il s'agit des célèbres piliers de la création, une région active de formation d'étoiles. Et puisque vous avez déjà visité une région où naissent de nouvelles étoiles, vous partez à la découverte d'un fossile vivant. DG7 est aussi grande que notre Voie lactée, mais elle est presque invisible, car ces étoiles sont très dispersées. Ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type, que l'on trouve généralement dans des amas. Cela peut signifier que DGSAT-I s'est formé à une autre époque, probablement 1 milliard d'années après le Big Bang. Voilà pourquoi on parle de fossiles vivants. La prochaine étape de votre visite est le pulsar dit Veuve Noire. Tout comme son homonyme araignée, cette étoile à neutrons en rotation se nourrit de sa partenaire, une petite naine brune. Plus le pulsar consomme de matière, plus sa rotation ralentit. L'énergie que l'étoile à neutrons perd au cours de ce processus entraîne l'affaiblissement de l'étoile qui l'accompagne. Oh, et regardez ça! Une pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure. Mais bien que son nom évoque quelque chose de doux, cette région est loin d'être paisible. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et est située dans une des nébuleuses de la constellation du Centaure, à environ 6500 années-lumière de la Terre. L'énergie intense émise par ces bébés ou étoiles fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge plutôt sinistre.
toute cette énergie est si puissante qu'elle dévore les nuages de poussière qui disparaissent comme des morceaux de beurre sur une poêle à frire chaude. Vous poursuivez votre voyage et vous apercevez une chose tout à fait étonnante. Un nuage d'eau qui flotte dans l'espace. Pour être plus précis, il s'agit d'un nuage de vapeur d'eau entourant un trou noir supermassif situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau de notre planète. Les astronomes pensent qu'il serait apparu 1,6 milliard d'années après la naissance de l'univers. Environ un tiers des adultes souffrent d'une phobie des serpents. Mais si vous envisagez de devenir astronaute pour éviter ces créatures, vous pourriez être déçu. Selon Story Musgrave, il y aurait des serpents dans l'espace. Musgrave est l'un des astronautes les plus aguerris au monde. Il est le second à avoir accompli 6 vols spatiaux et à voler à bord de toutes les navettes. Avec autant d'expérience et de temps passé dans l'espace, Story Musgrave a certainement quelques histoires effrayantes à raconter. Lors d'une mission, il a regardé par le hublot et a aperçu quelque chose qui ressemblait à un serpent. Musgrave a déclaré qu'il mesurait entre 1,80 et 2,40 mètres de long et qu'il avait l'apparence d'un reptile. Mais beaucoup de gens sont sceptiques quant à son récit et affirment qu'il s'agissait probablement de débris flottants dans l'espace ou de quelque chose qui s'était détaché de la navette spatiale. Mais l'astronaute a participé à une autre mission et a revu la créature. La première fois, ça aurait pu être un morceau détaché du vaisseau. Mais quelles étaient les chances que cela se produise 2 fois ? Il a donné de nombreuses interviews dans lesquelles il a décrit ces étranges rencontres. Espérons que ces serpents restent dans l'espace et ne viennent pas s'écraser sur Terre, s'ils existent vraiment, bien entendu. Une pluie de serpents ne serait certainement pas amusante. Comme nous le savons tous, l'espace est tel une immense chambre à vide, sans air, où le son ne peut pas se propager, ce qui rend cette histoire encore plus effrayante. Pour communiquer, les astronautes utilisent un système spécial intégré dans leur combinaison. Young Li Wei a partagé une expérience terrifiante qui est tout aussi difficile à croire. Vous seriez terrifié si, seul chez vous, quelqu'un se mettait à frapper à votre porte en pleine nuit, surtout si vous n'attendiez personne. Imaginez maintenant ce même scénario, mais en plein espace. Vous entendez des coups. Vous n'avez nulle part où fuir. Vous êtes piégé dans une boîte de métal, flottant dans le néant. Young était assis dans son vaisseau spatial, occupé à ses propres affaires, lorsqu'il a soudain entendu des coups provenant de l'extérieur. Comment était-ce possible? Le son ne peut pas se propager dans l'espace. Le bruit était unique, décrit par l'astronaute comme si quelqu'un frappait un seau en fer avec un marteau de bois. Li Wei a regardé à l'extérieur, mais à sa grande surprise, il n'y avait rien. Il a enquêté davantage, mais n'a pas pu trouver la source du son. Lorsque Young est revenu sur Terre, il était impatient de raconter aux scientifiques ce qui s'était passé, mais il n'a pas pu reproduire ce son. Pour ajouter à la confusion, ses collègues qui participaient à la même mission entre 2005 et 2008 ont affirmé avoir entendu des coups similaires à ce que Young avait rapporté. Le mystère perdure. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Peut-être était-ce simplement des bruits propres au vaisseau spatial, comme ceux que nos maisons peuvent parfois émettre pour diverses raisons. Nous avons souligné précédemment que le son ne pouvait pas se propager dans l'espace, mais cela n'empêche pas les bruits étranges. La mission Apollo 10 a été l'une des missions spatiales les plus importantes de tous les temps. Les astronautes ont donc dû s'assurer que tout allait bien avant de se lancer dans leur voyage d'exploration lunaire. 3 personnes participaient à cette mission. Thomas Stafford, John Young, le pilote du module de commande, et Eugene Cernan, pilote du module lunaire. Ils devaient effectuer des tests sur leur équipement en vue de la future mission Apollo 11. Les astronautes orbitaient autour de la Lune lorsqu'ils ont entendu de la musique provenant de quelque part. Ce n'était pas un concert d'Ed Sheeran. C'était plutôt comme un hurlement constant, suivi d'un sifflement à peine audible. Ils étaient terrifiés. Imaginez-vous trouver dans l'espace pour la première fois et entendre ces bruits étranges. Ils ont duré 1 heure entière. Les astronautes n'avaient jamais rien entendu de semblable. Le son semblait surnaturel et effrayant. Lorsqu'ils sont revenus sur Terre, ils ont hésité à partager leur expérience avec quiconque, tant elle était invraisemblable. Michael Collins, un astronaute de la mission Apollo 11, a plus tard admis avoir également entendu ce son.
Mais il y a une sorte d'explication logique à tout cela. Des ingénieurs de la NASA ont affirmé que ce son qu'ils avaient tous entendu avait été causé par une interférence avec le système de communication. Vous pouvez donc vous détendre et jeter votre chapeau en papier d'aluminium à la poubelle. Mais avant cela, sachez qu'Hal Worden, un astronaute de la mission Apollo 15, a rétorqué que cette explication semblait peu probable. Ainsi, ne saurons-nous peut-être jamais ce qui a vraiment causé ce son. Leroy Chiao était le commandant de la Station spatiale internationale en 2005. Ayant passé longtemps dans l'espace, il a été témoin de nombreuses choses effrayantes. Une rencontre particulière reste gravée dans la mémoire de son équipage. Chiao était alors assis dans la station spatiale, vaquant à ses occupations, lorsqu'il a soudainement aperçu une lumière du coin de l'œil. En y regardant de plus près, il a vu ce qui ressemblait à un V inversé, flottant et brillant dans l'espace. Leroy a expliqué plus tard qu'il n'avait pas craint l'objet. Bien au contraire, il était extrêmement excité de le voir, bien qu'il n'ait eu aucune idée de ce que c'était. Son équipage a également aperçu l'étrange objet. Chiao était convaincu qu'il venait d'assister à une rencontre extraterrestre, et ses collègues pouvaient effectivement attester avoir vu quelque chose d'inexplicable. Les informations concernant cette rencontre sont répandues sur Internet, et beaucoup de gens restent sceptiques. Ça aurait pu être n'importe quoi. Avec plus de 10 000 satellites actuellement en orbite, il aurait facilement pu s'agir de l'un d'eux. Une autre théorie suggère que ces lumières auraient été le reflet d'un bateau de pêche sur Terre. Mais qui sait? Il pourrait y avoir une autre explication logique à ce phénomène. Les histoires d'horreur continuent, et celle-ci est particulièrement difficile à avaler, laissant à chacun le soin de juger de sa véracité. L'astronaute Alan Bean, le 4e homme à marcher sur la Lune, a affirmé avoir vu une forme étrange lors de la mission Apollo 12. Selon lui, c'était un objet brillant en forme de chaussure. Il est difficile de déterminer exactement ce qu'il a pu voir, car il est décédé en 2018. Cependant, le rover lunaire chinois Yutu-2 a également découvert une substance brillante sur la Lune. Les scientifiques spéculent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de gel, peut-être formé par un impact sur la surface lunaire, tel qu'une météorite ou un autre objet. Néanmoins, des recherches ultérieures pourraient tout fournir une explication plus précise à cette découverte intrigante. Ça peut sembler cruel, mais de nombreux pays ont envoyé des animaux dans l'espace avant d'y envoyer des gens. Prenez l'exemple de Miss Baker, un singe écureuil, ou de Ham le chimpanzé, et bien d'autres encore. Nombre de ces animaux sont revenus sur Terre sains et saufs et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leurs jours, comme Ham qui a vécu jusqu'à 26 ans. Cependant, tous n'ont pas eu cette chance. Les astronautes ressentent toujours un certain malaise lorsqu'ils voient des animaux flotter dans l'espace. Imaginez voir une chose pareille dans le vide obscur. Peu importe votre mental. Après cela, vous craindrez même votre ombre. C'est peut-être triste, mais c'était une étape essentielle de l'exploration spatiale. L'histoire d'horreur suivante nous vient de l'ingénieur spatial Moussa Manarov. Ce dernier a rencontré quelque chose qui a laissé les scientifiques perplexes. Alors qu'il filmait une vidéo dans l'espace, il a accidentellement saisi un objet brillant qui flottait au loin. Il avait une forme cylindrique, et Manarov a pensé qu'il s'agissait d'un morceau détaché de leur vaisseau spatial. Cependant, il ne pouvait en être certain car l'objet se déplaçait d'une manière unique. Quand on pense à une histoire effrayante dans l'espace, la première chose qui nous vient à l'esprit est une créature rampante à bord du vaisseau spatial ou un objet étrange flottant dans l'immensité du cosmos. Mais ces scénarios sont très improbables. Lorsque Chris Hadfield a été interrogé sur la chose la plus effrayante aperçue là-bas, il a répondu qu'il s'agissait des astéroïdes. Il y en a des milliers, et les vaisseaux spatiaux sont constamment frappés. Il a révélé qu'il entendait constamment le son des astéroïdes s'abattant sur le sien. Il a également mentionné que les panneaux solaires de la navette étaient couverts de trous. Et vous ne savez jamais si un énorme astéroïde ne va pas frapper votre vaisseau spatial. Imaginez-vous flottant dans l'immensité infinie de l'espace. Il n'y a ni bord ni coin, ni haut ni bas, ni gauche ni droite. C'est comme si vous étiez perdu dans un désert galactique. Sauf que, pour vous guider, vous ne pouvez compter sur aucun point de référence naturel, ni même sur votre sens de l'orientation habituel.
Et sans gravité, vous pourriez même vous retrouver à faire des virevoltes dans toutes les directions, comme si vous étiez pris dans un sèche-linge céleste. Alors, que faire? Comment savoir où aller? Comment éviter de se perdre? La question n'est pas simple. Tout d'abord, revenons sur notre bonne vieille planète Terre, où l'orientation est une chose que nous tenons souvent pour acquise. Imaginez que vous faites une randonnée dans une forêt dense. Vous êtes entouré d'arbres gigantesques, de rochers moussus et d'oiseaux qui gazouillent, mais il n'y a ni sentier bien défini, ni panneau de signalisation pour vous guider. Que devez-vous faire? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est une boussole, n'est-ce pas? Un petit appareil magique qui sait toujours trouver le nord, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Et ce, grâce à un tout petit aimant. Il réagit à l'attraction du champ magnétique terrestre qui recouvre notre planète comme une couverture douillette. Ce champ attire sa flèche vers le pôle nord de la planète. Une fois que vous savez où se trouve le nord, vous savez où se trouvent l'est, l'ouest et le sud. Et maintenant, vous pouvez vous orienter dans la nature comme un explorateur chevronné. C'est donc ce que nous appelons un point de référence. Mais il n'y a pas que les forêts. Pensez aux points de référence que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Quand vous suivez les indications sur une carte, consultez votre système de navigation GPS, ou simplement quand vous indiquez à quelqu'un la direction à prendre au coin d'une rue. Et dans les airs, nous utilisons l'eau. Imaginons que vous vous lanciez dans une aventure passionnante en montgolfière. À mesure que vous vous élevez, vous découvrez des paysages vallonnés et des océans scintillants. C'est à couper le souffle. Mais comment savoir à quelle hauteur vous vous trouvez? Eh bien, c'est là que le niveau de la mer entre en jeu. Vous avez probablement déjà entendu les expressions « au-dessus du niveau de la mer » ou « en dessous du niveau de la mer » dans votre vie quotidienne. Il s'agit du niveau moyen des océans de la planète. Une référence universelle qui sert de point de départ à la mesure des hauteurs et des profondeurs. Lorsque vous montez dans votre montgolfière, vous pouvez utiliser par exemple un altimètre pour mesurer votre altitude par rapport au niveau de la mer. Cet instrument vous indique jusqu'où vous êtes monté dans le ciel. Et ce n'est pas seulement utile lors d'aventures en montgolfière. On calcule l'altitude par rapport au niveau de la mer dans de nombreux domaines, de l'aviation à la météorologie en passant par la géographie. Elle nous aide à connaître la hauteur des montagnes, la profondeur des océans, l'altitude des villes et même les trajectoires de vol des avions. Nous avons des points de référence partout autour de nous sur Terre. Mais lorsque nous prenons de l'altitude, tout ça devient beaucoup plus compliqué. Dans l'espace, il n'y a ni repère naturel, ni boussole, ni altimètre universel. Et en l'absence de points de référence fixes, déterminer l'orientation est un véritable défi. Même les étoiles, qui sont souvent utilisées pour la navigation sur Terre, peuvent être trompeuses dans l'espace. Sur Terre, les étoiles semblent se déplacer selon un schéma fixe en raison de la rotation de notre planète. Mais dans l'espace, elles sembleront se déplacer et changeront de position au fur et à mesure que vous voyagerez. Que doit-on donc faire? Une technologie de pointe et des calculs précis sont nécessaires. Nos intrépides vaisseaux disposent de solutions ingénieuses pour naviguer dans les mers de la galaxie. L'un des outils les plus étonnants utilisés par les vaisseaux spatiaux pour la navigation est le système de suivi des étoiles. C'est un peu comme un GPS cosmique. Des caméras scannent le ciel nocturne, dressent une carte des étoiles et s'en servent comme point de référence. Tout comme nous utilisons les panneaux de signalisation pour trouver notre chemin dans une nouvelle ville, nos vaisseaux utilisent la position des étoiles pour déterminer leur orientation et leur direction dans l'espace. D'autres objets célestes peuvent également être utilisés pour se repérer dans l'espace. Comme les planètes, les lunes et même les astéroïdes, tout ça nous permet de déterminer notre position et la direction à prendre. Nous pouvons établir notre trajectoire sur la base de ces données, par exemple pour aller de Mercure à Mars en passant par Vénus. C'est comme un jeu de points à relier, mais avec des planètes et des lunes. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver son chemin. Les engins spatiaux utilisent également ces méthodes de navigation pour effectuer des manœuvres précises, comme se mettre en orbite autour d'une planète ou se poser sur une lune. Ils utilisent des calculs complexes et des mesures précises pour déterminer leur altitude, leur vitesse et leur trajectoire, en se servant de la position des objets célestes comme d'une boussole. C'est comme une danse dans laquelle le vaisseau suit des indications pour exécuter des mouvements dans l'immensité de l'espace. Le gyroscope est un autre gadget ingénieux. Il s'agit d'une sorte de boussole spatiale. Les gyroscopes sont incroyablement sensibles.
ils peuvent détecter les moindres changements d'orientation. Ils aident les véhicules spatiaux à rester stables et les maintiennent sur la bonne voie. Nos vaisseaux utilisent également des caméras et des lasers pour enregistrer des images et mesurer la distance entre les objets proches, planètes, lunes ou astéroïdes, par exemple. Et n'oublions pas tous les logiciels et algorithmes sophistiqués. À l'intérieur de chaque vaisseau spatial se trouve un cerveau informatique génial, qui résout des équations complexes et calcule les trajectoires. Mais nous n'avons parlé que d'orientation. Qu'en est-il de l'altitude? Dans l'espace, l'altitude prend une toute autre signification. C'est comme essayer de mesurer la hauteur d'un gratte-ciel sans rez-de-chaussée. Cette énigme cosmique requiert donc une créativité à toute épreuve. En général, on la mesure par rapport à la position d'un vaisseau spatial ou d'un satellite. Si vous flottez près d'une lune ou d'un autre corps céleste et que vous voulez savoir à quelle altitude vous vous trouvez, vous devez mesurer la distance qui vous sépare de la surface de ce corps. Par exemple, les astronautes de la Station spatiale internationale calculent leur altitude en se référant à la distance qui les sépare de la surface de la Terre, même s'ils se trouvent loin dans notre atmosphère. Et si l'astre n'a pas de surface solide, comme Jupiter, qui n'est qu'une énorme boule de gaz, eh bien, il ne reste qu'à prier. Une autre méthode consiste à mesurer l'altitude par rapport à l'orbite du vaisseau spatial. Vous pouvez mesurer la distance qui vous sépare du centre ou du plan de votre orbite et l'utiliser comme point de référence. Ces méthodes peuvent sembler complexes, mais elles constituent le moyen le plus simple de naviguer et de manœuvrer dans l'espace. Elles permettent aux engins spatiaux de contrôler avec précision leur altitude, leur vitesse et leur trajectoire. Grâce à ces méthodes, il est possible d'effectuer des manœuvres telles que l'amarrage, l'atterrissage ou la synchronisation. Les agences et les missions spatiales jouent également le rôle de contrôleurs du trafic interstellaire. Elles doivent s'assurer que les vaisseaux de différentes nations et organisations ne s'écrasent pas les uns contre les autres. Pour organiser tout ça, elles utilisent des systèmes et des protocoles standardisés. Tout comme nous utilisons des panneaux de signalisation et un code de la route pour circuler sur Terre. Outre les systèmes normalisés, les agences et missions spatiales utilisent un code pour déterminer la direction et l'orientation dans l'espace. Par exemple, la règle de la main droite. Il s'agit d'une sorte de poignée de main secrète qui permet de comprendre dans quel sens se trouvent les choses dans les domaines de la physique et de l'ingénierie. Imaginez que vous disposiez d'un gant magique capable de vous indiquer la direction que prendront les choses dans certaines situations. Supposons que ce gant se trouve sur votre main droite. Maintenant, levez votre pouce. Il représente la direction de la force, la poussée ou la traction d'un objet. Ensuite, enroulez vos doigts autour de votre pouce, comme si vous fermiez le poing. Vos doigts représentent maintenant la direction d'un champ magnétique, ou la rotation de l'objet en question. Génial. Et maintenant, le grand final. Pointez votre index tout droit, comme si vous faisiez semblant de tirer un rayon laser. Votre index représente maintenant la direction d'un mouvement ou d'un courant. Et voilà. La règle de la main droite consiste à utiliser votre gant magique pour faire le lien entre la direction de la force, pouce, le champ magnétique ou la rotation, doigt, et le mouvement ou le flux de courant, index. C'est une astuce amusante et pratique qui aide les scientifiques à résoudre des problèmes complexes en physique et en ingénierie. L'exploration spatiale est un domaine qui remet en question notre perception de la direction et de l'orientation, et nous fait réaliser à quel point nous dépendons de notre planète. Qui sait quelles autres folies nous attendent à l'avenir? Par exemple, la navigation quantique, ou quand nous créerons des vitesses de distorsion comme dans Star Trek. Des méthodes non seulement pratiques, mais aussi très impressionnantes. Impatient de voir ça?